Bonjour à tous sur ce nouvel épisode Tessiné. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un Tessiné. Et en même temps, on voulait des films qui à chaque fois avaient du sens par rapport à notre propos sur le thé, habituellement bien sûr. Et aussi des films qui nous ont parlé. Bien sûr, on a regardé beaucoup de films malgré le confinement. Justement, c'était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir plein de films. Au cinéma aussi, dès que ça a réouvert, on en a vu pas mal. Oui. On peut toujours lier d'une manière ou d'une autre le cinéma au thé, mais là, je pense que si celui-là on l'avait pas fait, ça n'aurait plus aucun sens ce concept, puisque nous allons parler aujourd'hui de Dans un jardin qu'on dirait éternel. Alors ce film qui a un titre français, puisque le titre original n'est pas du tout ça. Le titre original c'est Nichi Nichi Kore Kojitsu, qui en fait est la phrase qui va rythmer tout le film en fait. Tout le film va tourner autour de cette phrase qui est en fait observable plusieurs fois dans le film, notamment sur un kakejiku, qui sont ces rouleaux qui font partie de la pièce dont on va parler bien sûr en évoquant ce film, qui sont ces espèces de rouleaux manuscrits où on va mettre une image, de la calligraphie et des messages. Donc ça c'est un des objets qui fait partie, en fait, un des décors du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est le centre, le cœur du film. Donc la cérémonie du thé japonais, et je précise bien la cérémonie du thé matcha, qui est la plus répandue et qui, du coup, par extension, est appelée tout simplement cérémonie du thé japonais. Il faut savoir que la cérémonie du thé au Japon a plusieurs visages. Bien sûr, la plus répandue, c'est celle-ci. C'est celle où on va battre au fouet le matcha, donc le thé en poudre. Mais il existe aussi d'autres cérémonies du thé, notamment autour du thé en feuilles. Moi, j'ai la chance d'apprendre cette cérémonie-là, la cérémonie du thé en feuilles, qu'on appelle le Sencha-do, et sur laquelle on reviendra dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, il est question de Cha-no-yu, c'est comme ça qu'on appelle la cérémonie du thé matcha. On peut aussi l'appeler Sado, tout simplement, la voix du thé, ou l'eau chaude du thé, Cha-no-yu, c'est ça que ça veut dire littéralement, l'eau chaude du thé. Donc en fait, même le nom de la cérémonie ramène à la simplicité dont il est totalement question dans cette cérémonie. Et d'ailleurs, c'est très ambigu. En même temps, c'est très simple, et en même temps, c'est très difficile. Donc c'est cette ambivalence-là qui est très complexe à gérer quand on apprend la cérémonie du thé. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de vous dire, et il y a une phrase qui avait été citée notamment par Simon lors de notre visite chez lui de Sennorikyu qui dit « Faire du thé, c'est juste faire bouillir de l'eau et préparer le thé ». C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas avec exactitude la phrase, mais c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, on rend les choses tellement cérémoniales, tellement compliquées, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très simple. Maintenant, et on le voit notamment dans l'apprentissage, puisque ce film va traiter de l'apprentissage de la cérémonie du thé, et bien qu'avec le temps, les mouvements qui paraissent si compliqués à appréhender en fait deviennent tellement automatiques, les mains vont tellement agir d'elles-mêmes qu'on peut effectivement à un moment dire bien le thé c'est pas plus compliqué que de faire bouillir de l'eau et préparer le thé. Et vivre le moment. Voilà, vivre le moment présent. Donc c'est vraiment de ça dont il va être question. Alors je vais quand même lire le synopsis, je ne sais pas si on l'avait fait la dernière fois. Donc, dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s'initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l'édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l'instant présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l'existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin. Le distributeur, c'est Art House, qu'on remercie énormément, qui nous amène de très beaux films à chaque fois et dont on suit le parcours depuis pas mal de temps maintenant. Il y a aussi Hanabi qui a énormément soutenu la distribution, la promo autour du film, qu'on salue aussi pour leurs actions. J'avais évoqué sur mon blog personnel leur dernier film, mais nous revenons aujourd'hui sur ce film-là, Dans un jardin qu'on dirait éternel. Alors, de but en blanc, et pendant que je vais te préparer le thé, ce qui ne se ferait pas du tout en temps normal, puisque tu dois rester silencieuse et contemplative normalement. Mais bien sûr, je ne suis pas un pratiquant de Cha-no-yu, donc je vais faire ça voilà, au feeling, de ma manière. Pendant que je prépare le thé, je voudrais que tu me dises ton ressenti de ce film
et aussi ton analyse sur ce film. Donc je te laisse la parole pendant que je m'occupe du thé. D'accord. Alors, c'est un film qui est vraiment tourné autour d'un personnage principal, qui est Noriko, donc une des deux cousines, celle qui décide de suivre la voie du thé, qui arrive sur ce chemin de manière un petit peu hasardeuse, on va dire, et qui prend tout son sens au fur et à mesure. Parce qu'au départ, Noriko, elle est vraiment perdue, elle a du mal à trouver vraiment sa voie, justement. Elle voit autour d'elle que certaines ont envie de faire telle ou telle chose, mais elle n'arrive pas à statuer, à se situer et à trouver sa place. Et c'est vraiment quelque chose qui est évoqué pendant tout le film, le fait de trouver sa place. Toi, comment tu l'as vécu, le film? En fait, à quoi tu t'attendais? Est-ce que ça a suivi tes attentes? Ton avis, en fait, global sur le film, avant qu'on aille un peu Moi, plus loin. j'ai préféré m'attendre à rien, en quelque sorte. Ma seule attente, c'était de vraiment voir la cérémonie du thé en détail. Parce que j'avais peur que voilà, ce soit la cérémonie du thé, mais qu'on l'évoque très rapidement et qu'au final, on parle plus de sa vie autour que du thé. Et en fin de compte, pas du tout. Sa vie devient vraiment en lien avec la voie du thé et c'est central. Avec une actrice que j'aime énormément, voilà, Ouais, c'était son dernier film, Killing Kiki, qui est extraordinaire et qui incarne complètement chaque personnage qu'elle peut jouer. Et on voit personne d'autre pouvoir l'interpréter à sa place en fait. Elle va lui apprendre, comme un parent même, je trouve, à trouver sa place et à faire des erreurs, mais à apprendre de ses erreurs. Pour continuer et pour trouver sa voie. Est-ce qu'il t'a plu ce film? Il m'a beaucoup plu. Ouais, il t'a beaucoup parlé. J'ai vraiment aimé, je trouve que ça peut faire sens pour beaucoup de personnes. Donc nous on a choisi la voie du thé justement et donc ça prend sens. J'ai eu la chance, vous l'avez vu dans une autre vidéo avec Simon de Dojo Vagabond, de participer à une cérémonie du thé et j'ai pu la vivre encore d'une autre manière. T'as eu des résonances, des choses? J'ai eu des résonances ouais. Complètement. Et puis c'est avoir une qualité d'image comme ça, voir les objets. Parce qu'en fait c'est ça aussi la cérémonie, c'est contempler les objets, contempler tout ce qu'il y a autour de nous, les gestes, les mouvements qu'on peut faire et les objets qui sont vraiment mis en avant. La notion de nature, de saison qui est évoquée pendant tout le film. En fait c'est vraiment ça, c'est Killing Kiki le dit justement à Noriko, c'est vraiment pas apprendre par cœur avec sa tête les mouvements, ce qu'il faut faire, mais vraiment les vivre et les faire pour les ressentir et les retenir. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on ressent, et il n'y a pas une seule cérémonie qui au final est la même. C'est précisé dans le film, c'est vraiment... ça sera, même si c'est avec les mêmes personnes, ça sera différent. À chaque fois, parce qu'il y a le ressenti, parce qu'il y a les saisons qui changent, et puis on prend le temps justement d'accueillir ces saisons avec parfois la pluie, on s'arrête pour la contempler pendant la cérémonie. Donc vraiment, ça donne du sens à tout ce qui est autour de nous. Oui, complètement. Par rapport au sens, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'en fait le film est bourré en fait, de petits messages qui servent à un seul et même propos, qui est en fait que la vie est éphémère, que la vie est précieuse, qu'il faut cueillir l'instant présent et en percevoir toutes les choses, que ce soit les émotions, que ce soit les éléments qui nous entourent, la nature, le rappel à la nature. Et effectivement, bon, j'ai pas pris le temps de reprendre le descriptif de toutes les différentes sous-saisons, mais en fait il faut savoir qu'il y a des micro-saisons dans la culture japonaise, ça c'est assez impressionnant, il y en a je ne sais plus combien, plusieurs dizaines, et en fait le film est rythmé plus que par nos saisons qu'on connaît, qui sont les leurs aussi à la base, mais sont rythmées par ces sous-saisons là, ces micro-saisons, avec une calligraphie magnifique d'ailleurs qui va apparaître
en sous-titres quand on va voir ces transitions-là des saisons. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça nous ramène vraiment à la tradition japonaise qui est de profiter de chaque moment de l'année. Oui. Moi, quelque chose qui m'a marqué en allant au Japon, c'est qu'on m'a dit « Ah, vous savez qu'on a 4 saisons au Japon ?» Comme si c'était quelque chose d'incroyable qui n'existe pas ailleurs, mais nous aussi, bien sûr, on a 4 saisons. Mais c'est vrai qu'on ne les célèbre pas avec autant de ferveur. Oui, on fait passer les saisons, mais on ne s'arrête pas. C'est ça, exactement. Donc ça nous invite à nous rapprocher de cette simplicité-là, nous ramener à ce moment-là qui est tout simplement profiter de la nature, profiter de la vie, en fait, de l'existence au sens propre. Je vais commencer à préparer le match 1. Je crois que tu avais pris quelques notes aussi sur des points du film sur lesquels tu voulais revenir. N'hésite pas à les prendre, qu'on n'oublie rien. Par rapport à la distribution, il y a Killing Kiki que tu as cité. Après, il y a aussi donc du coup Haru Kuroki qui a interprété Noriko, Mikako Tabe pour Michiko, donc la cousine. On reviendra sur elle un petit peu après. C'est pas du tout central dans le film, mais c'est important de savoir aussi quelle place elle a là-dedans. Il y a plusieurs autres personnages, mais qui sont pas forcément aussi marquants. Moi, j'ai envie de parler du père de Noriko, qui est Shingo Tsurumi, même s'il est dans peu de scènes, et très marquant. Des scènes marquantes. Ouais. Et il est, je trouve, très authentique et assez touchant dans son genre. Ouais, j'ai quelque chose qui m'avait marqué au départ, quand Noriko et sa cousine arrivent, pour découvrir complètement la cérémonie du thé, le thé, tout ce qu'il y a autour. Elle tombe sur une phrase qui est sur un panneau, où il est inscrit « Chaque jour est un bon jour ». Et alors moi, je l'ai pris dans plusieurs sens. Je l'ai pris dans le sens où il faut vraiment profiter de chaque jour, ça a une valeur. Il faut vraiment prendre le temps de se rendre compte de ce que chaque jour nous offre. Mais pas seulement. Pour moi, il y avait le bon jour et le bon jour, qui est l'accueil, puisque la cérémonie du thé est marquée par plein de saluts, à plein d'instants de la cérémonie du thé, aussi bien celui qui l'anime que les invités doivent saluer. Donc c'est vraiment un accueil. On accueille le thé, on accueille ce qu'il a à nous offrir, l'instant présent. Tous ensemble, on est là pour accueillir, saluer ce moment qui nous est offert. C'est une phrase qui a plein de sens et qui représente vraiment bien le film et la cérémonie. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Par rapport au double sens de cette phrase, et du coup qui est la phrase en fait du film, elle se retrouve sur plusieurs calligraphies, et comme certains le savent peut-être, en fait la calligraphie japonaise c'est pas facile à lire même pour les japonais, donc parfois ils demandent eux-mêmes qu'est-ce que ça veut dire, et plusieurs fois ils sont devant la phrase, ils se posent la question. Et en fait, on se rend compte que leur première impression était la bonne. C'était vraiment ce que ça voulait dire. C'est que chaque jour est un bon jour. Donc il faut célébrer chaque journée. Et on y viendra en fait comme si c'était le dernier. Ouais. Avant d'entrer dans la pièce à thé, on dépose les chaussures. Et pour moi, ça a beaucoup de sens aussi. C'est le fait de se mettre à l'aise. Voilà, c'est... Par exemple, nous, quand on retire les chaussures, c'est qu'on rentre du travail, qu'on rentre à la maison. Donc, on souffle, on se met à l'aise et on s'installe, profiter de la maison, d'une activité. Les chaussures ou la tenue vestimentaire, ça peut, dans notre société, représenter quelque chose de notre classe sociale. Oui, c'est indicateur. Voilà, c'est indicateur de notre place dans la société. Là, c'est le fait de venir comme on est en tant qu'être humain, sans être favorisé ou défavorisé. Et vraiment venir et s'installer, et on a chacun les mêmes pieds. Donc il n'y a pas une question de chaussures. On accueille tout le monde, mais aussi par rapport à la profession, par rapport à la tranche d'âge, c'est vraiment ouvert à tous. Puisqu'on voit qu'il y a aussi bien des invités de l'âge de 15 ans, à l'âge de 30 ans, 40 ans, et toutes les professions. On voit qu'il y a une policière, une esthéticienne, des étudiantes. Donc voilà, c'est ouvert à tous et on peut tous suivre cette voie. Tout à fait. Que en fait, elle est centrale et elle peut être aussi
universel en fait. Quelque part. Oui, complètement. Ce qui était le cas d'ailleurs aussi de l'époque de Senno-Riku, où effectivement, que ce soit les nobles, les paysans, tous pouvaient être conviés à une chaji, donc une rencontre autour du thé, et que on rentrait tous par cette petite trappe qui est la kuchi, dans la chashitsu, la maison de thé, la pièce à thé, on rentrait par cette petite trappe en se baissant en signe d'humilité, et c'était aussi le signe qu'on quittait son rang social pour devenir un invité ou un autre durant la cérémonie du thé et rien d'autre. Donc, D'ailleurs, il l'évoque aussi dans le film, à un moment où ils sont tous réunis, toutes réunies, et on voit qu'il y a une place pour l'invité d'honneur, et au final, personne ne veut la prendre. Et côté humble jusqu'au bout des Japonais. Et c'est assez marquant d'ailleurs, c'est que toute l'époque de l'IQ et un peu qui a suivi, les 3 écoles après qui sont forgées. On parlera de tout ça, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo qui résumera tout autour de la cérémonie du thé de Chanoyu et du matcha, mais il y avait quelque chose autour du thé qui était très masculin. C'était quelque chose qui était partagé entre les hommes, c'était pour lequel la femme pouvait être invitée mais rarement pratiquante. Oui. Ça arrivait bien sûr, mais c'était un monde d'hommes. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Oui, un monde de femmes. C'est vraiment un monde de femmes. Complètement. Donc c'est vrai que ça c'est un point assez intéressant. C'est aussi beaucoup le cas dans le sencha, même s'il y a aussi des hommes qui pratiquent bien sûr. Et mettre autant la femme au premier plan dans un film au Japon, c'est déjà une très bonne chose en soi. Oui. On voit qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle subit vraiment ce qu'on peut dire d'elle. Par exemple, là, ce qui ressort dans sa famille, c'est le fait qu'elle soit maladroite. Et en fait, ça va avoir des répercussions, ça va la poursuivre par la suite, puisque à un moment, son professeur, la maître de thé Kevin Kiki, lui dit, en parlant d'elle, comme quoi elle avait fait quelque chose de grossier, qu'elle était grossière. Et ça a vraiment fait écho avec le fait qu'on lui ait dit qu'elle soit maladroite au sein de sa famille. Et à ce moment-là, c'est un choc un petit peu pour elle. Et elle a l'impression de, ça y est, j'ai toujours pas trouvé ma place. Ça y est, je suis dans la même situation, je n'ai pas avancé finalement. Et puis, il y a un cheminement qui se fait où elle se rend compte que ah non, en fait, c'est quand même sa place et qu'elle va persévérer. D'ailleurs, la voie du thé, c'est aussi ça, c'est l'imperfection. Je suis pas parfaite, mais je continue parce que c'est ma voie. C'est un beau message du film, ça aussi. Bah, écoute, on peut continuer avec petite mignardise. Tu vas pouvoir déguster ce matcha que j'ai préparé. Super. Et je vais pouvoir aller un peu plus dans le détail par rapport au thé en lui-même. C'est un matcha qui est biologique. D'accord. Donc il est organique au Japon, certifié. Je l'ai ramené donc de la préfecture de Shizuoka. Je pense qu'il a été produit là-bas. Beaucoup maintenant le savent, on va monter notre comptoir de thé en ligne d'ici fin septembre. Forcément, on source du matcha actuellement et là on est beaucoup plus regardant sur le détail. Dans le film, ils disent non, la pâtisserie avant. Toujours la pâtisserie avant. Oui. Voilà, c'est justement mon matcha. Super bon. Avec un concentré à j'aurais l'intérieur. dû le mettre là-dessus. Alors, sur des petites choses techniques, parce que forcément on parle de cinéma aussi, il y a des transitions qui sont un peu étranges avec du fondu. Je sais pas si tu te souviens, pendant l'apprentissage, ça fait des fondus au noir comme ça d'un coup. J'ai trouvé que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trop compris l'intérêt de ça. Ça doit avoir du sens, hein, mais j'ai trouvé que autant parfois c'était bien utilisé, autant d'autres fois ça n'allait pas. Par contre, il y a des fondus enchaînés qui marchaient très bien, avec des superpositions d'images, la cascade j'ai pensé, le kakejiku avec la calligraphie, le kanji de la cascade qui descend comme ça, tac, et on voit la cascade qui apparaître en fondu enchaîné, ça c'est super. Ça c'est magnifique. Voilà, ça il y a vraiment des choses... Même avec le visage de Noriko, à un moment, il y avait un joli paysage, ça c'était magnifique. Donc ça c'est fondu enchaîné. Mais les fondus au noir, au milieu du propos, ça va pas... J'ai pas compris. Donc ça c'est un petit point. Aussi, il y a un débat autour du nom des ustensiles. Pour moi, le nom des ustensiles japonais sont liés aux ustensiles eux-mêmes. C'est-à-dire que si par exemple un chawan, comme tient Margot à présent, on l'appelle bol,
bah ça voudrait dire que n'importe quel bol peut être un chawan. Ah oui. Donc ça, si c'est on le traduit bol, eh bien bah, ça peut être un bol pour le petit déjeuner, c'est la même chose. Ouais. De la même manière que kensui, quoi qu'ils traduisent ça par jarre à eau ou pot à eau, un truc comme ça. Mais c'est pareil, kensui c'est kensui. Donc pour moi, et c'est ce que je fais dans mes traductions en japonais-français, quand il y a un ustensile, un objet rattaché à la culture japonaise, je mets le nom en japonais, donc écrit en romaji pour que tout le monde puisse le lire, avec, entre parenthèses, qu'est-ce que ça pourrait être en équivalent d'objet chez nous. Oui. Alors, pour un film qui doit être rapide, qu'on doit lire rapidement, ça représente un problème, mais je trouve que si on traduit systématiquement le nom des ustensiles, déjà on ne cultive pas la culture des Français autour de ces objets. Oui. Pourtant, la cérémonie du thé, elle, est de plus en plus en train de se développer en Occident. Alors pourquoi on n'apprend pas les mots? C'est-à-dire que c'est comme dans le judo. Le judo, vous apprenez les noms japonais des prises. Il y a des traductions en français, mais si vous voulez passer votre dan, il faut connaître les noms japonais. Bah, c'est la même chose. Oui. Pour la cérémonie du thé, les pratiquants, évidemment, pour la plupart, apprennent les noms japonais, mais je ne vois pas pourquoi le public qui découvre l'univers n'aurait pas le droit de connaître les noms des objets. Voilà. Pour moi, ça, Je suis complètement d'accord. voilà, c'est... Parce que il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont prendre l'information qu'on leur donne. Il y a des personnes qui vont chercher les informations. Voilà. Mais pour les personnes qui ne vont pas chercher les informations, si on ne leur donne pas les bonnes, elles restent là-dessus. C'est ça. Donc c'est dommage. Oui. C'est comme voilà, un saladier, on n'appelle pas ça un grand bol, c'est un saladier. Oui. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Et d'ailleurs, ce que font les Japonais souvent, quand il y a des termes comme ça d'objets, eh bien, ils le transcrivent en katakana et ils le disent tel quel. Tu vois, je pense que par exemple, dans les endroits un peu chics au Japon, quand il y a une verseuse de type un peu porcelaine de Limoges ou quoi, ils vont appeler ça saucier. Tu vois, saucier, un saucier. Tu vois, genre des trucs comme ça je l'ai souvent vu. C'est que quand ils importent des objets, ils importent le nom avec. Ils ne vont pas trouver un nom japonais qui correspond à nous, ça devrait être la même chose. Voilà, il faut respecter les termes, respecter ce que c'est. Exactement. Parce qu'on voit bien que c'est pas un bol pour prendre des céréales, le petit déjeuner. Voilà. Donc c'est un chawan. Voilà. J'ai utilisé, on en profite pour faire le petit point, La présentation. un chasen pour fouetter le thé. Le thé, donc, c'est le thé matcha, le thé en poudre, ça veut dire thé réduit en poudre, matcha. Dans l'absolu, ça pourrait être n'importe quel thé, mais un bon matcha est issu de cueillettes couvertes. On reviendra là-dessus, bien sûr, dans d'autres vidéos. J'ai utilisé également kensui, qui me permet de jeter mon eau usagée quand je vais nettoyer le bol, nettoyer également chasen. Alors, le porte-chasen, je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est pas un objet qui est central, il est largement absent dans les cérémonies, souvent, c'est pas un objet qui est très bien estimé, comparé à d'autres. Et la boîte Natsume, ça pareil, ils vont dire la boîte à thé, mais c'est pas n'importe quelle boîte à thé, c'est pas une boîte washi que tu trouves dans le commerce. Il y a différentes boîtes, donc il faut donner le bon... C'est Natsume, c'est la boîte qui contient le contenant à thé matcha. Voilà. Et Chashaku, la cuillère à thé. C'est pareil, je pense qu'à un moment ils vont dire cuillère à thé. Et on a un autre hôte qui va arriver là sur la cérémonie. Chai qui doit se demander ce qu'on fait ici. Je vais goûter aussi le matcha. Qu'est-ce que t'en penses de ce matcha? Je le trouve bon, il est assez doux. Ouais, pas trop fort, je le trouve bien dosé. Je le trouve très bien dosé. Et autant avant j'étais pas une fada du matcha, autant là je l'ai vraiment apprécié. Bah, ça me fait plaisir parce que depuis quelques temps tu as eu une révélation sur les thés verts. Oui. Donc je suis content que tu puisses regoûter le matcha. Je te laisse la fin, je trouve qu'il y a pas mal d'umami, tu vas pouvoir en profiter. Donc bien sûr dans le matcha on trouve beaucoup d'umami, il y a beaucoup d'acides aminés qui sont d'autant plus mis en avant que la feuille a été réduite en poudre et donc on la boit intégralement. C'est une évidence. Alors on va se diriger petit à petit vers la fin de cette vidéo. Quelques autres points aussi que j'avais notés. Le travail du son dans le film. C'est assez incroyable. Le son.
parce que on va voir le bruit des ustensiles, le bruit entier de la cérémonie en fait. Au lieu de nous mettre une cérémonie de A à Z en entier sur toute une séquence qui pourrait être très long, il montre certaines étapes de la cérémonie du thé petit à petit. Et ça, je trouve ça génial parce que ça te permet en même temps que ça soit pas trop indigeste, mais en même temps, quand il montre telle ou telle séquence de la cérémonie du thé, il la montre vraiment. Oui. Et ça, ce dont j'avais peur, c'est qu'ils se disent ah bah non, pour le grand public, on va faire ça très cut, très cinématographique. Et là, non. Très rapide, très succinct, et voilà. en fait, non, ils prennent le temps. Ils prennent le temps, et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on va entendre le bruit de l'eau, le bruit des ustensiles. Ah, ils vont entendre la pluie qui va couler, ils vont s'arrêter net et écouter la pluie. Et tout ça, nous, on va le vivre à 100%. C'était super agréable. En fait, on avait vraiment l'impression d'être aussi dans invité. La pièce, exactement. Donc c'est génial. Et ces séquences-là, pour moi, c'est les meilleures du film. Quelque part, j'aurais aimé qu'il n'y ait que ça, mais ça aurait pas raconté d'histoire et les gens qui ne seraient pas dans l'univers auraient été sortis du film. C'est vrai que moi, au départ, quand on est passé un petit peu à autre chose, ouais. à parler de sa cousine et tout ça, je me suis dit non, mais on peut revenir à l'essentiel. Voilà. Mais en fin de compte, ça fonctionne très bien. C'est très bien dosé en fait. On a vu un autre film qui était un film français, c'était Voir le jour. Pour comparer, c'est qu'en fait, à un moment, on va parler de son histoire, à l'héroïne aussi. Et en fait, ça va prendre tellement de place que le propos va être occulté. On va plus voir assez la naissance, la maternité et tout ça. C'est un bon film, mais c'est dommage parce que on parle de la naissance, on parle de la maternité, qui pour moi est très important puisque ça fait partie de mon métier. Après, voilà, ça part dans autre chose, pas assez équilibré pour moi. Ça prend trop de place et on manque du sujet principal. A contrario de ce film-là. A contrario de celui-là qui fonctionne très très bien, qui est équilibré. Et, si vous êtes déjà sur la voie du thé, vous allez adorer. Ça va vous faire plaisir. Et si vous ne connaissez pas encore bien cette voie, vous y intéressez un petit peu ou pas forcément. C'est une bonne plongée. Et bah c'est une bonne plongée dans la voie du thé. Je voulais juste terminer sur la symbolique globale du film, que tu as déjà bien évoqué, mais j'avais noté notamment que même si bon, j'aime pas trop quand on change le titre d'un film, d'ailleurs normalement à la rigueur, limite, tu mets le titre en japonais, bah oui. Même si ça peut ne pas parler à certaines personnes, ou à la rigueur, tu le traduis, mais littéralement. Voilà, sans modifier parce que ça peut perdre du sens. C'est ça, notamment sur le film, il me revient tout d'un coup, donc l'infirmière sur lequel j'ai écrit, eh bien c'est Yoko Gao, et ça veut dire littéralement visage vu de profil. Ils auraient pu appeler le film De profil, ou quelque chose comme ça. Et en plus, franchement, ça donne beaucoup plus de sens au film de se dire le titre c'est De profil que l'infirmière. Au final, on la voit pas travailler. Toujours le même problème en fait, comme pour Voir le jour, c'est qu'en fait, on pense que ça va parler du statut de l'infirmière dans la société, alors ça l'évoque, mais c'est pas central. C'est rapidement. En fait, c'est caché derrière une grosse intrigue plus policière en fait. Complètement. Donc voilà, je trouve que pour le coup, là, dans un jardin qu'on dirait éternel, ça fonctionne très bien. Très bien. Parce que oui, on n'a pas la notion exacte de chaque jour est génial et important, chaque jour est un bon jour, chaque jour devrait être un bon jour comme c'est le cas pour le titre original, mais quand même, ça veut dire que la cérémonie du thé, c'est tellement prendre le temps que seulement quelques heures peuvent paraître une éternité tellement on les savoure. Ça peut être aussi que le jardin, les saisons passent, le temps passe, mais c'est immuable. C'est-à-dire cet instant-là, le jardin, la nature, la vie, ça continue. Qu'il y ait des pertes, il y a notamment une perte, on ne dira pas laquelle dans le film, mais il y a une perte qui fait comprendre ça. Et effectivement, dans un jardin qu'on dirait éternel, mais qui finalement ne l'est pas. Ne l'est pas. Voilà, il y a toute cette ambivalence. C'est-à-dire que oui, il y a une sorte d'éternité dans l'existence et dans l'instant présent, parce que ça peut être vécu pleinement et être quelque chose de très dense. Mais en même temps, bien sûr, on est rappelé par la réalité à un moment ou à un autre. Donc on dirait qu'il est éternel. Qui d'ailleurs est plus subtil que si ça avait été dans un jardin qu'on croirait éternel. Là, ça pourrait induire qu'en fait, non, c'est un mensonge. Mais qu'on dirait éternel, c'est subtil. C'est en même temps, j'ai l'impression que c'est éternel, mais en même temps, ça l'est pas vraiment.
Donc, et quelque part, ça raccroche les wagons avec Chaque jour est un bon jour, parce que il y a cette idée aussi de l'éphémère et de profiter de l'instant, parce que on dirait que c'est éternel, mais ça l'est pas vraiment. Donc voilà. Donc, pour le titre, c'est bien joué malgré tout. Encore une fois, c'est un débat. On n'a pas beaucoup évoqué La cousine. En fait, je trouve que c'est un peu bâclé la manière dont elle va sortir de l'histoire. Oui. Mais bon, ça permet de donner du corps au personnage principal qui est Noriko, donc ça fonctionne dans ce sens. En fait, elle est évoquée de manière très furtive. Moi, le sens que je retiens, c'est que voilà, au départ, le personnage principal, Noriko, au départ, comme elle est perdue, elle a besoin qu'on l'accompagne. Donc, Michiko est là pour l'accompagner. Et une fois qu'elle en a plus besoin, au final, on n'a plus tellement besoin de la suivre elle aussi. Elle fait son chemin, qui est un tout autre chemin. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle est si furtive. Elle avait besoin qu'on l'accompagne, mais après, elle a pris son envol. Limite, t'as envie d'avoir une sorte, un film ou quelque chose qui t'expliquerait ce que Michiko, en fait, elle, ce qu'elle vit. Oui. Parce qu'on va pas du tout dans son intériorité. D'ailleurs, il y a des passages où Noriko parle à la première personne, en fait en voix off, donc on voit vraiment que c'est centré autour d'elle. Oui. De la même façon, on aimerait avoir aussi l'aperçu, la façon dont on voit les choses Killing Kiki. Oui. Aussi, on aimerait ça savoir plus de choses sur elle. Mais en même temps, c'est aussi intéressant d'avoir un petit peu de mystère. Oui, c'est vrai, de Killing Kiki. Qu'elle reste mystérieuse. Qui d'ailleurs, à chaque fois, elle est mystérieuse dans ses films. Oui, mais elle transmet énormément. Énormément de choses, et si on pouvait la remercier, lui transmettre dans le ciel, qui nous a quitté malheureusement, un bon Kanchashi Teorimas, parce que là vraiment des magnifiques films qu'elle nous a offert, des magnifiques prestations, et puis celle-là restera dans les annales aussi, parce qu'elle aurait été égale à elle-même tout du long de sa carrière. Comme on évoque le deuil et puis le fait que la vie est éphémère, j'ai envie de rappeler justement une citation du film, c'est Killing Kiki qui le dit. Est-ce que le bonheur, ça ne serait pas de pouvoir faire inlassablement les mêmes choses? Donc c'est vrai que ça, c'est une phrase qui m'a énormément marqué, et ça fait prendre conscience de plein de choses. C'est de se dire que même quand vous êtes en train de faire un boulot de chien ou une tâche rédhibitoire et désagréable, et faut vous dire que vous avez la chance d'être là debout à le faire. En fait, juste de respirer, d'être là où vous êtes, de vivre cet instant même si il vous paraît mauvais. Et bien non, chaque jour est un bon jour, chaque instant est un bon instant, parce qu'on est en vie. Parce qu'on a la chance d'être en vie. On a énormément de chance. Voilà, et surtout avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, donc pensez aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, cultivez l'instant, le moment présent, essayez de trouver du bonheur dans chaque instant. Il y a une phrase de Confucius que j'aime beaucoup qui est le bonheur existe en chaque chose, il suffit juste de savoir l'extraire. Et on vous souhaite de prendre du plaisir même quand vous faites votre vaisselle. Voilà. C'est ça l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette analyse et puis cette discussion autour d'un bon matcha vous a plu. On espère que les vidéos dessinées pourront plaire de plus en plus, que le concept plaira. J'ai beaucoup aimé voir ce film avec toi. J'ai adoré. On l'attendait depuis longtemps parce qu'en fait il est sorti en avril à la base. On devait aller à une avant-première et puis confinement oblige. On a attendu le premier jour de sortie pour le voir. Donc on l'a vu vraiment le jour de la sortie. Allez le voir si vous avez l'occasion, il est quand même très bien distribué, ils ont fait un magnifique travail, bravo à Arthouse et Hanabi, parce que vraiment il y a des très belles choses sur la distribution, et c'est de bon augure parce que il y a plein de films qui ont été retardés, repoussés. Du coup s'il y a un petit créneau pour le cinéma indépendant, ça serait génial. Et je crois que L'Infirmière a été très bien accueillie, un bel accueil du box-office. Donc si on pouvait réserver le même et voir encore mieux dans un jardin qu'on dirait éternel, eh bien ça serait superbe. Voilà, en tout cas très bientôt, il y aura plein d'autres vidéos autour du matcha, vous savez, à la rentrée, le nouveau concept des curiosités qui va arriver en trombe, et bien sûr d'autres vidéos qui aborderont le sujet. Je vous invite à aller voir la vidéo
avec Simon de Oui. Jojo Vagabond qui résume très bien plein d'aspects très importants de la cérémonie du thé. Et la cérémonie du thé que j'avais suivie à Colmar chez Konjaku aussi pour compléter en attendant les prochaines vidéos. Voilà, merci pour la curiosité, allez voir des films, allez au cinéma, je vous en prie. Vraiment l'industrie du cinéma a besoin de nous et il y a des très belles choses. Vraiment vous prenez beaucoup moins de risques d'aller au cinéma avec votre masque et avec les distanciations que d'aller au restaurant et même en terrasse. Hein. Donc vraiment allez-y, rien ne vous retient, la culture vous attend, les merveilles, en l'occurrence du Japon vous attendent et on a bien besoin en ces temps troublés. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt.